Vous avez implanté ce dispositif dans la gorge de votre propre fils, n'est-ce pas, docteur Bazin? La question a explosé dans le couloir de l'hôpital comme un coup de feu sec, figeant tout le monde dans son mouvement. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment un humble concierge, fraîchement sorti de prison, a pu accuser l'un des chirurgiens les plus respectés du pays d'une malveillance indescriptible, il faut remonter 30 minutes au moment où tout a commencé à s'effondrer. « Enlevez vos mains de mon fils !» a crié Margot Bazin, son bracelet en or blanc brillant sous les lumières froides de la salle d'urgence de l'hôpital, alors qu'elle essayait d'éloigner Julien Lefebvre de son garçon de 7 ans. Julien n'a pas bougé. Ses mains calleuses, marquées par des années de travaux forcés en établissement pénitentiaire, sont restées fermes sur les épaules de l'enfant. « Madame, si je ne fais pas ça maintenant, votre fils sera mort dans moins de 2 minutes. » Les lèvres du garçon devenaient bleues. Son petit corps se convulsait sur le brancard, tandis que 3 infirmières restaient figées, attendant le médecin, qui était encore à 5 minutes. 5 minutes que le jeune Antoine Bazin n'avait pas. Julien était en train de nettoyer le sol de ce même couloir lorsqu'il a entendu l'agitation. 6 mois après avoir quitté la maison centrale, où il a purgé 8 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis, le voilà, portant un uniforme de concierge dans la clinique privée la plus exclusive de Paris. Le même hôpital où des gens comme les Bazin venaient lorsqu'ils voulaient éviter de se mêler aux gens ordinaires. Sécurité, la voix de Margot a résonné dans le couloir, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et bourriffés pour la première fois depuis des années. « Que quelqu'un appelle la sécurité! Ce criminel agresse mon fils !» Mais Julien avait déjà vu ce que les infirmières ne pouvaient pas voir, la façon dont Antoine s'agrippait à sa propre gorge, la teinte spécifique de violette qui se répandait sur son visage, le cri silencieux dans ses yeux que Julien avait reconnu d'une autre vie, d'un autre temps, où il était quelqu'un de complètement différent. « Votre fils n'est pas muet, Madame Bazin », a dit Julien, sa voix étrangement calme, alors qu'il se positionnait derrière le garçon. « Et il ne fait pas de crise. Quelque chose est coincé dans sa gorge, coupant complètement le passage de l'air. » Margot s'est figée. Antoine était né muet, ou c'est ce que tous les spécialistes du pays lui avaient dit. Des dizaines d'examens, des centaines de milliers d'euros dépensés. Tous les experts s'accordaient à dire « son fils ne parlerait jamais ». « Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites » a-t-elle sifflé, bien que sa voix ait tremblé. « Mon fils a été examiné par les meilleurs médecins de... » Elle n'a pas terminé. Julien avait déjà fait son mouvement. Sa main a jailli vers l'avant avec une précision chirurgicale, ses doigts disparaissant dans la bouche d'Antoine, tandis que des halètements jaillissaient autour de la pièce. Margot s'est avancée, mais une infirmière lui a tenu le bras. « Laissez-le faire », a chuchoté l'infirmière, les yeux écarquillés de reconnaissance pour ce que Julien était en train de faire. Les 15 secondes suivantes ont semblé durer 15 heures. Le visage de Julien était un masque de concentration, ses doigts tâtonnant avec soin délibérément. Puis d'un mouvement rapide qui a fait frissonner tout le monde, il a tiré. L'objet qui a émergé de la gorge d'Antoine était petit, métallique et recouvert de sang et de salive. Mais ce qui a fait fléchir les genoux de Margot, ce n'était pas l'objet lui-même, c'était le son qui a suivi. Un soupir, une toux. Et puis, pour la première fois en 7 ans, Antoine Bazin a parlé. « Maman ». Le mot a plané dans l'air comme un miracle que personne ne pouvait expliquer. Les infirmières étaient figées. La main de Margot a volé à sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Et Julien s'est simplement retiré, laissant tomber l'objet ensanglanté sur un plateau médical, son expression illisible. « Qu'est-ce que c'est ?» a chuchoté l'une des infirmières, fixant le morceau de métal. Julien l'a étudié un long moment, sa mâchoire se serrant. « Ceci, a-t-il dit lentement, est un morceau d'implant médical. Plus précisément, une partie d'un suppresseur laryngé. » Les mots ne signifiaient rien pour la plupart des gens dans la pièce. Mais pour Julien, ils signifiaient tout, parce qu'il avait déjà vu des dispositifs comme celui-ci, dans un endroit qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. Les jambes de Margot ont cédé. Elle s'est effondrée sur une chaise, sa robe de créateur se froissant autour d'elle.
C'est impossible. Antoine est né muet. Tous les médecins ont dit. Tous les médecins se sont trompés. A coupé Julien, sa voix plus dure maintenant. Ou peut-être qu'il ne cherchait pas la bonne chose. Il a ramassé le fragment métallique avec un mouchoir en papier, le tenant à la lumière. Ses mains ne tremblaient pas, mais quelque chose dans ses yeux suggérait qu'une tempête se formait sous la surface. « Madame Bazin, quand exactement Antoine a-t-il cessé d'émettre des sons? Les bébés pleurent à la naissance. Votre fils a-t-il pleuré ?» Le visage de Margot a pâli. « Je ne me souviens pas. J'étais sous sédatif. L'accouchement a été compliqué. Quand je me suis réveillé, ils m'ont dit qu'il était en bonne santé, mais silencieux. Mon mari a dit que c'était une maladie rare. Il a trouvé les meilleurs spécialistes. Elle s'est arrêtée. Quelque chose s'assemblant dans son esprit qu'elle ne voulait pas admettre. « Où est votre mari maintenant ?» a demandé Julien. La question est tombée comme une bombe. Les yeux de Margot se sont écarquillés, sa respiration est devenue superficielle. Il est en voyage, affaires à Singapour. Il voyage toujours quand un téléphone a sonné. Une des infirmières a vérifié le système de l'hôpital et son visage est devenu blanc. Le docteur Bazin vient d'entrer dans le bâtiment. Il monte. L'expression de Julien n'a pas changé, mais sa posture a été altérée presque imperceptiblement. La posture de quelqu'un qui se prépare à un combat. « Docteur Bazin ?» a-t-il répété calmement. « Votre mari est médecin ?» Margot a hoché la tête lentement, quelque chose se brisant dans ses yeux. « Il est le chef de la neurologie ici, l'un des chirurgiens les plus respectés du pays. » Les pièces s'assemblaient dans l'esprit de Julien, formant un tableau si horrible qu'il pouvait à peine le croire. À peine. Mais il avait vu trop de méchanceté dans sa vie pour écarter quoi que ce soit comme impossible. Antoine, toujours à bout de souffle, a regardé Julien avec des yeux qui semblaient beaucoup plus âgés que 7 ans. Le garçon a ouvert la bouche, testant sa nouvelle voix, et a chuchoté quelque chose qui a glacé le sang de Julien. Il a dit que j'étais spécial, il a dit que c'était pour la science. Les portes de l'ascenseur au bout du couloir se sont ouvertes avec un ding. Si cette histoire retient votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui se passe lorsque le docteur Bazin franchit ses portes changera tout ce que vous pensez savoir sur cette famille. Julien s'est tourné vers le bruit, ses muscles tendus. Après 8 ans passés à survivre en prison, il avait développé des instincts qui ne mentaient jamais. Et maintenant, chaque instinct criait que le véritable danger était sur le point d'arriver. Le docteur Philippe Bazin est sorti de l'ascenseur avec la confiance d'un homme qui possédait chaque pièce dans laquelle il entrait. Grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait plus que ce que Julien gagnait en 6 mois, il avait le genre de visage qui apparaissait sur les couvertures de magazines, distingué, digne de confiance, l'image même de l'excellence médicale. Mais Julien a remarqué autre chose. L'hésitation d'une fraction de seconde lorsque les yeux de Bazin se sont posés sur son fils. La façon dont sa mâchoire s'est serrée presque imperceptiblement lorsqu'il a vu le fragment métallique sur le plateau médical. Et le plus révélateur de tout, l'absence totale de surprise sur son visage en entendant la voix de son fils. « Margot, qu'est-ce qui se passe ici ?» Le ton de Bazin était mesuré, inquiet, parfait. Il s'est dirigé vers sa femme, mais ses yeux ne cessaient de se dévier vers Julien. « J'ai reçu une alerte indiquant qu'Antoine était aux urgences. »« Philippe ?» Il a parlé. La voix de Margot s'est brisée, les larmes coulant librement maintenant. « Notre fils a parlé. Après 7 ans, il a juste... Cet homme a retiré quelque chose de sa gorge et... Laissez-moi voir mon fils. » Bazin l'a interrompu doucement, se dirigeant déjà vers Antoine. Mais Julien s'est interposé. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous, docteur. » La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. L'expression de Bazin a changé, juste un instant, pour quelque chose de froid et de calculateur, avant que le masque d'inquiétude ne revienne en place. « Excusez-moi, qui êtes-vous » Les yeux de Bazin ont balayé l'uniforme de concierge de Julien avec un dédain à peine voilé. « Sécurité, pourquoi le personnel d'entretien interfère-t-il dans une urgence médicale ?» « Julien Lefebvre, » a dit Julien calmement, maintenant sa position. « Et je n'interfère pas. Je suis la raison pour laquelle votre fils respire encore. »
Le nom a plané dans l'air. Le visage de Bazin est resté soigneusement inexpressif, mais Julien a vu l'éclair de reconnaissance, rapidement réprimé. Lefebvre. Bazin a répété le nom lentement, comme s'il le testait. C'est intéressant. Nous avions un chercheur de ce nom il y a des années, Dr Julien Lefebvre, neurochirurgien brillant en fait. Mais il est allé en prison pour négligence médicale ayant entraîné la mort. Il a détruit la vie de plusieurs patients avec des procédures expérimentales qui n'avaient jamais été approuvées. Margot a haleté, tirant Antoine instinctivement plus près d'elle. Les infirmières ont échangé des regards inconfortables, voyant soudainement Julien sous une lumière différente. Les mains de Julien se sont serrées sur les côtés de son corps, mais sa voix est restée ferme. J'ai été piégé. Et vous savez exactement qui m'a piégé, n'est-ce pas, docteur Bazin? Est-ce une accusation? La voix de Bazin portait une pointe dangereuse maintenant. Parce qu'il semble qu'un criminel condamné harcèle ma famille pendant une crise médicale. Papa? La petite voix d'Antoine a coupé la tension. Tout le monde s'est figé. C'était le deuxième mot qu'ils l'entendirent prononcer et la peur qu'il contenait était indubitable. Le sourire de Bazin n'a pas atteint ses yeux. « Ça va, mon fils. Papa est là maintenant. Tout va bien se passer. » Mais Antoine s'est blotti contre sa mère, sa voix nouvellement libérée, tremblant. « Ça fait mal quand il vérifie ma gorge. Ça fait toujours mal. » Les mots étaient assez innocents. Mais Julien a vu le visage de Margot changer. Il a vu les pièces commencer à se connecter dans son esprit. Tous ces bilans de routine que Bazin insistait pour faire lui-même. La façon dont il la renvoyait toujours de la pièce. Comme Antoine restait calme et renfermé pendant des jours après. « Madame Bazin, » a dit Julien avec précaution, « quand votre mari a-t-il examiné la gorge d'Antoine pour la dernière fois ?» Il y a 3 jours. Sa voix n'était qu'un murmure. Il a dit que c'était important de surveiller régulièrement l'état d'Antoine. Il disait toujours « elle s'est arrêtée », quelque chose s'enclenchant dans son esprit qu'elle ne voulait pas reconnaître. Le sang-froid de Bazin s'est légèrement fissuré. « Margot, n'écoutez pas cet homme. Il est mentalement instable. Il a passé 8 ans en prison. Il s'attend probablement à nous faire chanter ou... » Le dispositif sur ce plateau, a interrompu Julien, pointant le fragment métallique, est un suppresseur laryngé sur mesure. Je le sais parce que j'ai aidé à concevoir le prototype il y a 9 ans, avant que vous ne voliez ma recherche et ne l'utilisiez pour m'inculper de négligence. L'accusation a plané dans l'air comme de la fumée. Une des infirmières a discrètement pris un téléphone, bien que Julien ne puisse pas dire si elle appelait la sécurité ou autre chose. Bazin a ri, un son froid et dédaigneux. C'est absurde. Mon fils est né avec une maladie congénitale. Tout le monde le sait. Il existe des dossiers médicaux, des rapports d'experts, tous signés par des médecins que vous avez choisis avec soin, a rétorqué Julien. Tous de cet hôpital où vous êtes le chef de la neurologie, où vous avez accès à tous les dossiers, tous les examens, tous les résultats de tests. Ce sont des accusations graves venant d'un homme au casier judiciaire chargé, a dit Bazin, sa voix prenant un ton plus dur. Il s'est tourné vers les infirmières. Appelez la sécurité, maintenant, et que quelqu'un récupère ce dispositif avant qu'il ne soit davantage contaminé. Mais Julien a été plus rapide. Il a saisi le plateau et l'a maintenu hors de portée. Ceci est une preuve. Et il reste exactement là jusqu'à ce que la police arrive. Preuve de quoi? Le masque de Bazin glissait maintenant, la rage transparaissant. Vous êtes fou, je vais appeler mes avocats. Vous serez de retour en prison avant la nuit pour agression, harcèlement et... Pourquoi feriez-vous cela? La voix de Margot a coupé l'affrontement croissant. Elle fixait son mari avec une expression qui mêlait l'incrédulité à une compréhension grandissante. Philippe, pourquoi notre fils? C'est notre fils. Le visage de Bazin s'est adouci alors qu'il se tournait vers sa femme. Margot, chérie, tu es sous le choc. Cet homme te manipule. Réfléchis à ce que tu dis. Pourquoi est-ce que je pourrais... La subvention de recherche. Julien a parlé calmement, mais chaque mot a frappé comme un marteau. La subvention fédérale de 50 millions d'euros pour développer des dispositifs de communication pour les enfants muets. Vous aviez besoin de cobayes. Vous aviez besoin de données à long terme.
et vous aviez besoin de quelqu'un qui ne pouvait pas dénoncer ce que vous faisiez. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Margot était blanc comme un drap. Cette subvention a propulsé votre carrière, a poursuivi Julien, sa voix plus dure maintenant. Elle vous a mis à la une de Paris Match. Elle a fait de vous un héros, le chirurgien qui aidait les enfants sans voix à communiquer. Sauf que les enfants que vous étiez censé aider, y compris votre propre fils, n'étaient pas vraiment muets, n'est-ce pas? L'expression de Bazin s'est tordue en quelque chose de laid. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. Vous êtes un criminel condamné avec une rancune. Personne ne vous croira. Peut-être pas. Julien a pris son téléphone de sa main libre. Mais il pourrait le croire ça. Il a retourné l'écran. Il y avait une vidéo, granuleuse, mais assez claire. Elle montrait un Bazin beaucoup plus jeune dans un laboratoire, présentant un dispositif à des investisseurs. Et en arrière-plan, pleurant doucement dans un berceau médical, se trouvait un bébé au visage familier. J'ai installé des caméras de sécurité dans notre ancien laboratoire il y a 9 ans, a dit Julien. Des caméras cachées. Vous ne les avez jamais trouvées. Cette séquence vous montre en train de tester le prototype du suppresseur sur un bébé de 3 mois. Votre fils, quelques jours après sa naissance. Le cri de Margot a percé l'air. Elle s'est effondrée, mais une infirmière l'a soutenue. Antoine a commencé à pleurer, de vraies larmes et de vrais sons. Sa voix rauque et inexpérimentée, mais indéniablement réelle. Bazin s'est avancé vers le téléphone, mais Julien était prêt. Des années de prison lui avaient appris à anticiper la violence. Il a esquivé en douceur, et 2 gardes de sécurité qui venaient d'arriver ont saisi les bras de Bazin. « Lâchez-moi !» a crié Bazin, son image soigneusement construite se brisant complètement. « Vous savez qui je suis? Je pourrais mettre fin à toutes vos carrières d'un coup de fil. En fait, a dit une nouvelle voix depuis la porte, la seule carrière qui se termine aujourd'hui est la vôtre. » Tout le monde s'est retourné. Une femme en costume d'affaires élégant se tenait là, des insignes de la police nationale, PN, bien en vue. Derrière elle, 3 autres officiers sont entrés dans la pièce. « Docteur Philippe Bazin, a-t-elle dit calmement, vous êtes en état d'arrestation pour fraude médicale, abus d'enfants et complot en vue de commettre un parjure. Nous enquêtons sur votre fondation de recherche depuis 6 mois. Monsieur Lefebvre nous a contactés il y a 3 semaines avec des preuves. Cet enregistrement, combiné à nos découvertes, nous donne suffisamment de preuves pour une arrestation immédiate. » Julien planifiait ce moment depuis des mois, depuis qu'il était sorti de prison et avait commencé à enquêter sur la vérité de ce qui lui était arrivé. Mais voir le visage de Bazin s'effondrer, voir le masque arrogant se briser enfin complètement, n'a apporté aucune satisfaction. Seulement un épuisement profond et lancinant. Bazin criait maintenant, menaçant de poursuites judiciaires, affirmant être victime de persécutions, invoquant sa réputation. Mais sa voix s'est éteinte tandis que les officiers l'emmenaient menotté. Margot était assise sur le sol, serrant Antoine, tous 2 pleurant. La voix du garçon était éraillée, inexpérimentée, mais il formait des mots maintenant. Demandant à sa mère pourquoi sa gorge ne lui faisait plus mal, pourquoi papa était en colère, pourquoi le gentil monsieur avec la serpillière l'avait aidé. La capitaine Sandrine Vidal s'est approchée de Julien. « Monsieur Lefebvre, nous aurons besoin que vous veniez au bureau pour une déclaration complète. Votre témoignage sera crucial pour l'accusation. » Julien a hoché la tête, mais ses yeux étaient sur Antoine, le garçon qui a vécu 7 ans dans un silence forcé parce que son père accordait plus d'importance à la gloire et à l'argent qu'à l'humanité de son propre fils. « Y en aura-t-il d'autres ?» a demandé Julien calmement. « D'autres enfants à qui il a fait ça ?» L'expression de la capitaine s'est assombrie. « Nous enquêtons sur 17 autres cas liés à sa fondation de recherche. Des enfants diagnostiqués muets qui recevaient des traitements expérimentaux de l'équipe du docteur Bazin. 17. » Le nombre a frappé Julien comme un coup physique. Une des infirmières s'est approchée de Julien avec hésitation. « Docteur Lefebvre, c'est vraiment vous. J'ai entendu des histoires sur vous quand j'ai commencé à travailler ici. Ils disaient que vous étiez brillant, mais imprudent, que vous aviez blessé des gens. » Julien lui a adressé un sourire fatigué. « Ils ont dit beaucoup de choses sur moi.
La plupart d'entre elles étaient des mensonges plantés par un homme qui avait besoin de quelqu'un pour prendre le blâme de ses expériences illégales. J'ai perdu ma licence médicale, ma carrière, 8 ans de ma vie. Mais au moins maintenant, je peux peut-être aider à réparer une partie des dégâts qu'il a causés. Margot s'est soudainement levée, agrippant toujours Antoine. Elle s'est dirigée vers Julien, le visage taché de larmes et de mascara. Pendant un instant, il a cru qu'elle allait le gifler pour avoir brisé son monde, pour avoir exposé la vérité qu'elle avait réussi à ne pas voir. Au lieu de cela, elle a saisi sa main à 2 mains. « Merci », a-t-elle murmuré d'une voix étranglée. « Merci de m'avoir rendu la voix de mon fils. » Julien ne savait pas quoi répondre à cela. Comment répond-on à la gratitude d'une mère dont le mari a torturé son enfant au nom de la science? Une femme qui allait maintenant devoir vivre avec la connaissance qu'elle était mariée à un monstre. Alors que les officiers finissaient de sécuriser la scène et de prendre des dépositions préliminaires, Julien s'est retrouvé seul dans le couloir un instant, toujours vêtu de son uniforme de concierge, tenant toujours la serpillière qu'il avait lâchée plus tôt. 8 ans en prison. Une carrière volée, une réputation détruite. Tout cela parce qu'il avait découvert ce que Bazin faisait et avait menacé de le dénoncer. Mais d'une manière ou d'une autre, incroyablement, il avait réussi à l'arrêter, à sauver au moins un enfant, à enfin prouver la vérité. La question était maintenant, qu'allait-il se passer ensuite? 3 semaines après qu'Antoine Bazin a prononcé ses premiers mots en 7 ans, Julien était assis dans un bureau exigu, au quartier général de la police nationale, fixant un mur recouvert de photographies, 17 visages, 17 enfants, tous diagnostiqués muets, tous traités par la fondation du docteur Philippe Bazin. La capitaine Sandrine Vidal a posé une tasse de café devant lui. Nous en avons localisé 12 jusqu'à présent. Les 5 autres familles ont déménagé ou ont quitté le pays. Nous travaillons à les retrouver. Julien a étudié chaque visage, les mémorisant. Combien d'entre eux se sont fait implanter les dispositifs? Chez tous. La voix de Vidal était tendue par une rage contenue. Bazin a été plus prudent avec les autres. Il a utilisé des matériaux biodégradables qui se dissolvaient avec le temps, laissant des preuves minimes. Le dispositif d'Antoine a échoué parce que Bazin a utilisé un prototype plus récent. Il était censé être permanent. Le mot a plané dans l'air comme une sentence de mort. Permanent. Un enfant condamné au silence à vie pour que son père puisse récolter des fonds de recherche et des éloges. Les parents n'en savaient rien, a demandé Julien, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. La plupart étaient comme Margot Bazin, désespérés, vulnérables, faisant confiance à un spécialiste de renom qui promettait de l'espoir. Bazin ciblait spécifiquement les familles riches qui pouvaient se permettre son programme de traitement exclusif. Il leur faisait croire que leurs enfants souffraient de maladies congénitales rares que lui seul pouvait gérer. Le téléphone de Julien a sonné. Un autre message d'un avocat, le 3e cabinet cette semaine, a lui proposé de le représenter dans une action en justice contre l'État pour emprisonnement injustifié. Tout le monde voulait un morceau de l'histoire maintenant. L'ex-médecin condamné expose un complot médical dominait les actualités à travers le pays. Il l'a ignoré. L'argent ne lui rendrait pas 8 ans. Il n'effacerait pas les choses qu'il avait endurées à la maison centrale. Il y a autre chose, a dit Vidal, glissant un dossier sur le bureau. Nous avons trouvé les fichiers personnels de Bazin. Il gardait des dossiers détaillés de tout. Observations, données de développement, même des enregistrements vidéo des progrès des enfants. Il a documenté ses propres crimes comme s'il s'agissait de recherches médicales légitimes. Julien a ouvert le dossier et a immédiatement regretté de l'avoir fait. Page après page de notes cliniques décrivant les réactions des enfants au vol de leur voix. Bazin les observait comme des rats de laboratoire, notant leur frustration, leur adaptation, leur résignation. Une entrée a soulevé l'estomac de Julien. Sujet 7, Antoine, montre une résilience remarquable. Après la période initiale de détresse, il s'est bien adapté à la communication non verbale. La mère reste convaincue du diagnostic congénital. Excellent candidat pour une étude à long terme. Non, il a appelé son propre fils sujet 7, a chuchoté Julien. Vidal a hoché la tête sombrement.
L'homme est un sociopathe. L'évaluation psychiatrique est revenue hier. Aucun remords. Il insiste toujours sur le fait qu'il menait des recherches légitimes qui auraient bénéficié à l'humanité. Julien a refermé le dossier avec soin, ses mains tremblant d'une rage refoulée. Quand a lieu le procès? 6 mois, probablement. Son équipe juridique essaie déjà de le retarder, affirmant qu'ils ont besoin de temps pour préparer une défense. En attendant, il est en liberté sous caution. 5 millions d'euros, que sa famille a payé immédiatement. Il est libre. Julien s'est levé brusquement, renversant presque son café. Vous l'avez laissé sortir? Ordre du juge. Bazin n'a pas d'antécédents criminels, des liens solides avec la communauté, et ses avocats ont fait valoir qu'il n'était pas un risque de fuite. L'expression de Vidal montrait ce qu'elle pensait de cette décision. Il est assigné à résidence avec un bracelet électronique. Mais oui, il est chez lui. Julien a commencé à faire les 100 pas dans la petite pièce. 8 ans dans une cellule en béton pour un crime qu'il n'a pas commis, tandis que Bazin, qui a torturé des enfants, y compris son propre fils, attendait son procès dans son manoir. « Les familles veulent vous rencontrer », a dit Vidal, l'observant attentivement. Les autres familles, elles ont demandé si vous seriez prêt à les aider à évaluer leurs enfants, à voir s'il y a des dommages durables, peut-être même à témoigner de la recherche originale. Julien s'est arrêté. Je ne suis plus médecin. L'ordre des médecins a révoqué ma licence lorsque j'ai été condamné. Nous y travaillons. Étant donné que votre condamnation était entièrement basée sur des preuves falsifiées fournies par Bazin, il existe un argument solide pour la réintégration. Cela prendra du temps, mais... Du temps. Julien a ri amèrement. J'en ai beaucoup maintenant. Son téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'il reconnaissait. Margot Bazin. Il lui avait donné ses coordonnées avant de quitter l'hôpital, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle était autant une victime que n'importe qui d'autre. Peut-être parce qu'Antoine aurait besoin de quelqu'un qui comprenait ce qui lui avait été fait. Il a répondu « Madame Bazin, Julien », sa voix était plus ferme qu'il y a 3 semaines, mais toujours fragile. « J'ai besoin de votre aide. Antoine il fait des cauchemars horribles. Il se réveille en hurlant, s'agrippant à sa gorge, disant qu'il ne peut pas respirer. Le thérapeute que j'ai engagé ne comprend pas ce qu'il a traversé. Il ne cesse de parler de traumatisme, mais il ne comprend pas vraiment. » Julien a fermé les yeux. Bien sûr qu'Antoine faisait des cauchemars. Le garçon avait passé 7 ans à être manipulé par son propre père, à qui on disait que son silence était naturel, normal, inévitable. Et maintenant, il connaissait la vérité, que sa voix avait été volée délibérément par la personne qui aurait dû le protéger le plus. « Et son père ?» a demandé Julien avec précaution. « A-t-il essayé de contacter Antoine ?» Une longue pause. Les avocats de Philippe ont envoyé une lettre demandant des droits de visite. Ils affirment que malgré tout, il est toujours le père d'Antoine et a le droit légal de le voir. Mes avocats se battent, mais sa voix a flanché. « Julien, je ne peux pas laisser cet homme s'approcher de mon fils. Pas après ce qu'il a fait. Mais je ne sais pas comment aider Antoine à guérir. Je ne sais pas quoi lui dire. » Julien a regardé Vidal, qui faisait semblant de ne pas écouter, mais entendait clairement chaque mot. « Madame Bazin, je ne suis pas thérapeute. Je ne suis même plus officiellement médecin. » Mais vous comprenez, le désespoir de Margot transparaissait au téléphone. Vous comprenez ce que Philippe a fait parce que vous étudiez la même technologie. Vous savez comment ces dispositifs fonctionnent, ce qu'ils font à une personne. Et vous avez traversé l'enfer parce que vous avez essayé de l'arrêter. Antoine le sait. Il demande après vous tous les jours. L'homme qui l'a sauvé. Et le poids de ces mots a pesé sur Julien comme une chose physique. Il n'avait sauvé personne. Il était juste tombé sur le bon endroit, au bon moment, parce qu'il nettoyait le sol dans un couloir d'hôpital. Mais Antoine ne voyait pas les choses de cette façon. Aucune des familles ne les verrait de cette façon. « Je vais y réfléchir », a dit Julien finalement. « J'ai besoin de régler quelque chose d'abord. » Après avoir raccroché, il s'est tourné vers Vidal. « Parlez-moi de l'assignation à résidence de Bazin. Quelles sont les restrictions ?» Vidal a ouvert un fichier sur son ordinateur.
Il est confiné à sa résidence principale, une propriété fermée à Neuilly-sur-Seine. Permission de sortir uniquement pour des rendez-vous médicaux et des réunions légales avec approbation préalable. Le bracelet surveille sa localisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toute violation déclenche une arrestation immédiate. Qui le surveille? Société de sécurité privée engagée par le tribunal. Ils effectuent un contrôle physique 2 fois par jour et le centre de surveillance suit le bracelet constamment. Vidal a marqué une pause. Pourquoi demandez-vous? Julien n'a pas répondu directement. Les dossiers que vous avez trouvés, la documentation de recherche de Bazin, où est tout ça maintenant? En garde à vue. Pourquoi? Parce que s'il a conservé des dossiers physiques, il a peut-être conservé d'autres choses aussi. Des dispositifs de sauvegarde, du matériel de recherche, peut-être même des listes de futurs sujets potentiels. L'esprit de Julien était en pleine effervescence, reliant les pièces. C'est un narcissique qui a tout documenté. Il n'aurait pas détruit le travail de sa vie juste parce qu'il a été arrêté. Vidal s'est penché en avant, intéressé maintenant. Vous pensez qu'il a d'autres preuves cachées quelque part? Je pense qu'il en a assez caché dans cette maison pour l'enfermer pour toujours, si nous pouvions la trouver. Mais ses avocats vont se battre contre tout mandat de perquisition qui n'est pas étanche. Nous avons besoin de quelque chose de concret pour le justifier. Alors, que suggérez-vous? Julien a croisé son regard. Je suggère que quelqu'un doit entrer dans cette maison et découvrir ce qu'il cache. Quelqu'un auquel il ne s'attendrait pas. Quelqu'un qui a une raison légitime d'être là. La compréhension a traversé le visage de Vidal. Vous voulez vous utiliser comme appât, lui faire croire que vous êtes là pour le confronter, peut-être le faire avouer ou révéler où il a caché les preuves. Pas exactement. Julien a pris son téléphone de sa main libre et a parcouru les messages récents. Margot Bazin vient de m'inviter à aider son fils. Et si j'acceptais? Et si je devenais le consultant informel d'Antoine, l'aidant à se remettre du traumatisme? Cela me donne un accès légitime à la maison, à la famille, à la situation. C'est dangereux, a dit Vidal immédiatement. Bazin risque la prison à vie. Il n'a rien à perdre. S'il pense que vous êtes là pour recueillir plus de preuves, alors il fera une erreur. La voix de Julien était dure. Il est arrogant, Vidal. Il l'a toujours été. Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. C'est pourquoi il gardait des dossiers si détaillés, parce que, au fond, il voulait être crédité de son génie. Si je peux m'approcher suffisamment, si je peux lui faire croire que je ne suis là que pour le garçon, il pourrait glisser. Vidal l'a étudié un long moment. Vous savez que cela pourrait se retourner contre vous. Il pourrait vous faire du mal. Il pourrait s'en prendre à Antoine ou à Margot. Il y a une raison pour laquelle nous n'utilisons généralement pas de civils dans des opérations secrètes. Je ne suis pas un civil. Je suis une victime de ces crimes qui se trouve avoir de l'expérience exactement dans le domaine qu'il exploitait. Julien s'est levé, sa décision prise. Et ces 17 enfants méritent justice, une vraie justice. Pas un arrangement parce que nous n'avons pas assez de preuves, pas une peine légère parce que ces avocats sont meilleurs que les nôtres. Mais si vous faites cela, a dit Vidal lentement, vous devrez porter un micro, documenter tout, et vous devrez être extrêmement prudent. Un mauvais mouvement et... J'ai passé 8 ans en prison à survivre à des gens qui voulaient ma mort, a coupé Julien. Je pense que je peux gérer un chirurgien narcissique assigné à résidence. Vidal est resté silencieux un instant, puis a pris un téléphone différent, une ligne sécurisée. Je dois en informer mes supérieurs. Si nous faisons cela, il faut que ce soit officiel. Vous travaillerez avec nous, pas de votre propre chef. Pendant qu'elle passait des appels, Julien s'est dirigé vers la fenêtre donnant sur la ville. Quelque part, 17 familles essayaient de reconstruire leur vie. 17 enfants apprenaient à utiliser des voies qui leur avaient été volées. Et un homme était assis dans un manoir, planifiant probablement déjà sa défense, confiant que sa richesse et sa réputation le protégeraient. Julien avait passé des années à rêver de vengeance contre Bazin. En prison, tard dans la nuit, il imaginait toutes les façons dont il pourrait faire payer l'homme pour lui avoir volé sa vie, sa carrière, sa liberté. Mais ce n'était plus une question de vengeance. Il s'agissait de s'assurer qu'aucun autre enfant ne finisse comme Antoine. Aucun autre médecin ne finisse comme Julien.
aucune autre famille ne finisse détruite par l'ambition d'un seul homme. Vidal a raccroché et s'est tourné vers lui. Ils ont accepté, mais il y a des conditions. Vous suivez le protocole à la lettre, vous ne prenez pas de risques inutiles, et si à tout moment nous pensons que vous êtes en danger, nous vous sortons immédiatement. Marché conclu. Et Julien, l'expression de Vidal était sérieuse. Bazin vous a déjà détruit une fois. Ne le laissez pas le faire à nouveau. Julien a hoché la tête. Mais il pensait déjà à l'avenir, à la rencontre avec Margot et Antoine, au moment où il retournerait dans le monde de Philippe Bazin, non pas en tant que victime, mais en tant qu'architecte de la destruction complète de l'homme. Il y a 8 ans, Bazin l'avait piégé avec des mensonges et des preuves falsifiées. Maintenant, Julien allait lui rendre l'appareil, sauf que cette fois, chaque preuve serait réelle, chaque accusation serait vraie, et chaque mot serait enregistré. Son téléphone a sonné à nouveau. Un SMS d'un numéro inconnu. « Restez loin de ma famille, c'est votre seul avertissement. » Julien l'a montré à Vidal, qui a immédiatement commencé à le traquer. Mais tous deux savaient qui l'avait envoyé. Le jeu commençait. Et cette fois, Julien n'avait pas l'intention de perdre. Le manoir Bazin ressemblait à un monument au succès illicite. 800 mètres carrés de sols en marbre, de lustres en cristal et d'œuvres d'art valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient dans toute leur vie. Julien se tenait à la porte d'entrée, le micro attaché à sa poitrine lui semblant peser une tonne. Margot a ouvert la porte elle-même. Pas de majordome, pas de personnel. Elle les avait tous renvoyés après l'arrestation, incapable de faire confiance à quiconque avait travaillé pour Philippe. « Merci d'être venu », a-t-elle dit calmement, le conduisant à travers un hall qui pourrait contenir toute sa cellule de prison 3 fois. « Antoine est à l'étage. Il est tellement excité depuis que je lui ai dit que vous veniez. Et votre mari ?» a demandé Julien, sa voix basse. La mâchoire de Margot s'est serrée. Dans son bureau. 3e étage, elle est. Il y reste la plupart du temps. L'ordonnance du tribunal dit que nous devons rester dans la même maison, mais elle ne dit pas que nous devons nous voir. Ses yeux ont rencontré les siens. Il sait que vous êtes ici. Je lui ai dit que vous veniez évaluer Antoine. Comment a-t-il réagi? Il a ri. La douleur dans sa voix était à vif. Il a dit que vous deviez être désespéré de pertinence si vous en étiez réduit à être le thérapeute d'un enfant. Puis il a dit, elle a marqué une pause, déglutissant. Il a dit de faire attention à Antoine, que les criminels condamnés ne devraient pas être autorisés à approcher des enfants vulnérables. L'hypocrisie était époustouflante. Julien a touché le micro sous sa chemise, s'assurant qu'il était toujours sécurisé. Vidal et son équipe étaient stationnés à 3 pâtés de maison, écoutant chaque mot. Antoine se trouvait dans une salle de jeu qui ressemblait à un magasin de jouets ayant explosé. Mais le garçon était assis seul dans le coin, loin de tous les jeux et gadgets coûteux, dessinant avec des crayons de couleur sur du papier ordinaire. « Salut, Antoine !» a dit Julien doucement, s'agenouillant à côté de lui. Le garçon a levé la tête et son visage s'est illuminé. « Monsieur Julien, vous êtes venu !» Sa voix était encore rauque, inexpérimentée, mais elle se renforçait de jour en jour. « J'ai promis que je viendrais, n'est-ce pas ?» Julien a regardé le dessin, une esquisse grossière mais reconnaissable, d'une chambre d'hôpital, d'un garçon sur un brancard et d'une silhouette avec une serpillière. « C'est le jour où nous nous sommes rencontrés ?» Antoine a hoché la tête vigoureusement. « Vous m'avez sauvé, maman dit que vous êtes un héros. » Julien a senti sa poitrine se serrer. « Je ne suis pas un héros, mon vieux, j'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » Non. La voix d'Antoine était ferme, avec la certitude que seuls les enfants possèdent. « Papa a dit que je ne pouvais pas parler. Tous les médecins ont dit que je ne pouvais pas parler. Mais vous saviez qu'ils avaient tort. Vous saviez la vérité. » Avant que Julien ne puisse répondre, une voix a retenti depuis la porte. Comme c'est touchant, Philippe Bazin se tenait là, l'air remarquablement calme pour un homme faisant face à de multiples accusations criminelles. Il portait des vêtements d'intérieur coûteux, un verre de whisky à la main, le bracelet électronique visible sous son pantalon de jogging de marque. Le corps entier d'Antoine s'est raidi.
Sa voix nouvellement libérée est morte dans sa gorge, la mémoire musculaire de 7 années de silence forcé prenant le dessus. « Bonjour, Julien », a dit Bazin, son ton décontracté, comme s'ils étaient de vieux collègues se rencontrant à une conférence. « Je dois dire que je suis impressionné. Sortir de prison, maintenir votre innocence toutes ces années, et maintenant vous êtes ici, jouant au sauveur dans ma propre maison. Vous avez toujours été persistant. » Margot s'est placée de manière protectrice devant Antoine. « Philippe, vous devriez rester dans votre aile. C'est toujours ma maison, Margot. Ou avez-vous oublié qui paie pour tout cela ?» Le sourire de Bazin n'a pas atteint ses yeux. De plus, je n'ai pas pu résister à l'envie de saluer notre invité. Après tout, Julien et moi avons tellement d'histoires. Julien s'est levé lentement, se positionnant entre Bazin et le garçon. « Vous devriez retourner à votre bureau. Devrais-je » Bazin a pris une gorgée de whisky, ses mouvements délibérément désinvoltes. « Ou peut-être devrions-nous avoir une discussion, mettre les choses au clair, de médecin à médecin, vous savez. » « Vous n'êtes plus médecin, » a dit Julien calmement. « Et moi non plus, grâce à vous. » Le rire de Bazin était froid. « Toujours amer à ce sujet ? Allons, Julien, vous vous approchiez trop de quelque chose que vous ne compreniez pas. Je devais protéger ma recherche. Vous auriez fait la même chose. Votre recherche, » a répété Julien. « C'est comme ça que vous appelez la torture d'enfant. Recherche ? J'appelle ça de l'innovation. » Le masque de Bazin a légèrement glissé, révélant le fanatique en dessous. « Avez-vous une idée à quel point mon travail a fait progresser le domaine de la communication neurologique ? Les dispositifs que j'ai développés auraient pu aider des millions de personnes. En les testant sur des nourrissons sans consentement, la voix de Julien était d'acier. En les implantant dans votre propre fils, mon fils était le sujet parfait. » Le sang-froid de Bazin s'est fissuré davantage. Environnement contrôlé, observation cohérente, aucune variable que je ne pouvais contrôler. Antoine était censé être la preuve de concept pour l'ensemble du programme. Un enfant qui grandissait avec des voies neurales améliorées, dont le cerveau s'adaptait au dispositif qui allait éventuellement... Il s'est arrêté brusquement, semblant réaliser qu'il en avait trop dit. Le visage de Margot est devenu blanc. « Les voies neurales améliorées ? Philippe, de quoi parlez-vous ? Vous avez dit que le dispositif supprimait sa voix. Vous n'avez jamais rien dit à propos de... La suppression était temporaire, » a coupé Bazin, les yeux maintenant en feu. Phase 1. Dès que son développement neural aurait atteint le stade optimal, j'allais le retirer et mettre en œuvre la phase 2. Un dispositif qui lui donnerait des capacités vocales améliorées. Tonalité parfaite, portée étendue, la capacité de moduler la hauteur de la voix d'une manière que les humains normaux ne peuvent pas. Il aurait été extraordinaire. La pièce est devenue silencieuse. Même Julien, qui pensait avoir compris les profondeurs de la dépravation de Bazin, était stupéfait. « Vous alliez expérimenter à nouveau sur lui », a chuchoté Margot. « Même après avoir retiré le premier dispositif, vous prévoyez de... » « Ce n'était pas de l'expérimentation », a rugi Bazin, son calme entretenu se brisant complètement. « C'était l'évolution. Antoine aurait pu être le premier d'une nouvelle génération d'humains augmentés. Et vous ?» Il s'est tourné vers Julien. « Vous l'auriez compris si vous n'aviez pas été si obtus. Quand je vous ai montré les résultats préliminaires il y a 9 ans, vous avez qualifié cela d'anti-éthique. Vous avez menacé de me dénoncer à l'ordre des médecins. Vous ne m'avez laissé d'autre choix que de vous éliminer comme une menace. Voilà, la confession dont Vidal avait besoin. » Julien a gardé sa voix calme. « Alors, vous m'avez piégé, falsifié les dossiers des patients, fait croire que j'avais mené les expériences illégales. C'était plus facile que je ne l'avais prévu, » a dit Bazin avec un calme glacial. « Vous étiez toujours tellement concentré sur le travail que vous n'avez jamais prêté attention à la politique, quelques fichiers modifiés, quelques témoins fabriqués, des témoignages de patients que j'avais payés. L'ordre des médecins était désireux de croire que le brillant jeune chirurgien était devenu fou. Personne ne voulait penser que quelqu'un de ma stature puisse être impliqué dans quelque chose d'incorrect. » Margot a chancelé en arrière, cherchant une chaise. « 8 ans. Vous avez laissé un homme innocent pourrir en prison pendant 8 ans. Il aurait tout ruiné. » Le visage de Bazin était rouge maintenant. Le whisky
et sa rage se combinant en quelque chose de laid. Les subventions, la recherche, la fondation, tout se serait effondré si Julien avait exposé ce que je faisais. J'ai construit un empire, Margot. J'ai changé le domaine de la neurologie. Et je l'ai fait en prenant des décisions difficiles que les gens faibles comme lui ne pouvaient pas supporter. Antoine a gémi, se pressant contre sa mère. Le son a semblé percer la rage de Bazin, et il s'est tourné vers son fils avec une expression qui aurait pu être de l'affection chez une personne normale, mais qui ressemblait plus à de la possession. « Tu comprendras un jour, Antoine », a-t-il dit, sa voix s'adoucissant d'une manière qui était d'une certaine façon plus dérangeante que sa colère. « Quand tu seras plus grand, quand tu verras ce que tu aurais pu devenir, tu comprendras que j'ai fait ça pour toi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te rendre spécial. J'étais déjà spécial, » a chuchoté Antoine, retrouvant sa voix malgré la peur. « Je n'avais pas besoin que vous me fassiez du mal pour être spécial. » La simple vérité de cela a plané dans l'air, un enfant de 7 ans, articulant ce que le narcissisme de son père ne lui permettrait jamais de comprendre. Le visage de Bazin s'est tordu. « Vous ne comprenez pas. Aucun de vous ne comprend. Je suis un visionnaire. L'histoire va. » La porte d'entrée s'est ouverte avec un bruit sourd. La capitaine Vidal et 6 officiers de la police nationale ont fait irruption, armes au poing. « Docteur Philippe Bazin, » a annoncé Vidal, « vous êtes en état d'arrestation pour violation des termes de votre assignation à résidence, subornation de témoins et accusation supplémentaire de complot en vue de commettre une fraude médicale. » L'expression de Bazin est passée par le choc, la colère, et s'est finalement installée sur un calme calculateur. « Je ne suis jamais sorti de la maison. Vérifiez mon bracelet. »« Nous ne vous arrêtons pas pour être sortis, » a dit Vidal, prenant son téléphone et diffusant un enregistrement. « Nous vous arrêtons pour ça. » La voix de Bazin a rempli la pièce, d'une clarté cristalline. « Je devais protéger ma recherche. Vous auriez fait la même chose. J'ai construit un empire en prenant des décisions difficiles. » Son visage est devenu livide lorsqu'il a réalisé ce qui s'était passé. Ses yeux se sont fixés sur Julien, voyant la légère protubérance sous sa chemise où le micro était caché. « Vous !» Le mot était à peine humain. « Vous m'avez piégé. »« Non !» a dit Julien calmement. « Je vous ai donné la corde. Vous vous êtes pendu. » Bazin s'est avancé, mais 3 officiers l'ont plaqué au sol en quelques secondes. Alors qu'il le menottait, il criait, à propos de ses droits, de ses avocats, de sa réputation. Mais sous les menaces légales se trouvait quelque chose de plus primitif. Le son d'un narcissique voyant son monde soigneusement construit s'effondrer. « Nous avons également exécuté un mandat de perquisition dans votre bureau, » a poursuivi Vidal, sa voix coupant les cris de Bazin. « Nous avons trouvé 17 dispositifs à différents stades d'achèvement, des dossiers sur 63 enfants supplémentaires que vous avez identifiés comme sujets potentiels, et peut-être le plus accablant, des enregistrements vidéo de chaque procédure que vous avez effectuée sur votre fils, soigneusement étiquetés et archivés comme s'il s'agissait de matériel pédagogique. » Margot a laissé échapper un son, comme si elle avait reçu un coup de poing. Antoine a enfoui son visage dans son épaule, pleurant. « Vous avez tout documenté, » a dit Julien, presque émerveillé. « Après toutes ces années, après tout ce que vous avez fait pour couvrir vos traces, vous avez gardé des trophées. Vous n'avez pas pu vous en empêcher. » Bazin a cessé de se débattre. Ses yeux ont rencontré ceux de Julien. Et pour la première fois, il n'y avait pas de calcul en eux. Juste une rage pure et impuissante. « J'aurais changé le monde, » a-t-il sifflé. « On se serait souvenu de moi comme d'un pionnier. Et vous, vous n'êtes rien. Un médecin raté jouant au concierge. Vous m'avez détruit par jalousie. »« Non !» a dit Julien, sa voix portant le poids de 8 années de prison injuste, 8 années de planification, 8 années d'attente pour ce moment. Je vous ai détruit parce que vous avez blessé des enfants. Parce que vous avez volé ma vie pour couvrir vos crimes, parce que quelqu'un devait vous arrêter. » Alors que les officiers traînaient Bazin vers la porte, il s'est tourné pour jeter un dernier regard à son fils. « Antoine, dis-leur que papa essayait de t'aider. Dis-leur que tu comprends. » Mais Antoine a juste serré sa mère plus fort et a détourné son visage. Le silence de ce rejet était plus dévastateur que n'importe quel mot n'aurait pu l'être. Après le départ de Bazin,
le manoir semblait différent, plus léger d'une certaine manière, comme si une présence maléfique avait été exorciste. Margot était assise par terre avec Antoine, tous deux pleurant, mais cette fois, il y avait du soulagement mêlé à la douleur. Vidal s'est approché de Julien. C'était du bon travail. La confession, combinée aux preuves que nous avons trouvées, nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il ne reverra jamais l'extérieur d'une cellule de prison. Julien a hoché la tête, se sentant épuisé jusqu'aux os. Les autres enfants, ceux qu'il prévoyait de cibler, nous contactons toutes les familles maintenant. Elles seront averties, protégées. Grâce à vous, 63 enfants grandiront avec leur voix intacte. Vidal a marqué une pause. Vous savez, l'ordre des médecins a déjà pris contact. Ils veulent accélérer la réintégration de votre licence. Après ça, après tout ce que vous avez fait, je ne suis pas sûr de la vouloir, a admis Julien. 8 ans, c'est long. Je ne suis pas sûr d'être le même médecin que j'étais. Peut-être pas, a convenu Vidal. Peut-être que vous êtes meilleur. Margot s'est approchée, tenant toujours la main d'Antoine. Le garçon a regardé Julien avec des yeux qui contenaient autant de traumatisme que d'espoir. Le regard de quelqu'un qui a survécu à quelque chose de terrible et qui réapprenait à croire en la sécurité. « Que se passe-t-il maintenant ?» a demandé Margot. Julien a réfléchi à la question. Aux 8 années dans une cellule, à une carrière détruite et lentement reconstruite, à 17 enfants trouvant leur voie et 63 qui ne perdraient jamais la leur. Maintenant, a-t-il dit lentement, nous nous assurons que chaque enfant touché reçoive l'aide dont il a besoin. Évaluation médicale, thérapie, tout ce qu'il faut. Et nous nous assurons que la recherche de Philippe Bazin soit détruite si complètement que personne ne puisse jamais l'utiliser pour blesser qui que ce soit d'autre. Et vous ? La voix de Margot était douce. Mais que ferez-vous ? Julien a regardé Antoine, puis les dessins éparpillés sur le sol, la tentative d'un enfant de traiter le traumatisme par l'art. Il a pensé aux 16 autres enfants qui luttaient pour s'adapter à des voix qu'on leur avait dit qu'ils n'auraient jamais. « Je pense, a-t-il dit finalement, que je ferai ce que j'aurais dû faire il y a 9 ans, aider les gens qui en ont le plus besoin. Pas pour la gloire, les subventions ou la reconnaissance, juste parce que c'est la bonne chose à faire. » Antoine a tiré la main de sa mère, puis lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Margot a souri à travers ses larmes et a hoché la tête. « Monsieur Julien, » a dit Antoine, sa voix gagnant en force à chaque mot, « reviendrez-vous pour nous rendre visite ? Maman dit que nous pourrions avoir besoin d'aide pendant longtemps, et je vous fais confiance. » Odo, ces 3 mots. Je vous fais confiance, portait plus de poids que n'importe quel diplôme de médecine ou honneur professionnel jamais pourrait. « Oui, mon vieux, » a dit Julien, s'agenouillant au niveau d'Antoine. « Je reviendrai, autant de fois que vous en aurez besoin. » En quittant le manoir ce jour-là, Julien a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 8 ans. Pas de satisfaction, ni de victoire, ni même de justice, bien que tous étaient présents. Il a ressenti un but. Philippe Bazin avait essayé de le détruire, et à bien des égards, il y était parvenu. Mais ce faisant, il avait par inadvertance créé la seule personne qui pouvait l'arrêter. La seule personne qui comprenait la technologie, les crimes et le coup du silence assez bien pour tout faire échouer. Parfois, la justice n'est pas une question de vengeance. Parfois, il s'agit simplement de s'assurer que le coupable ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Et parfois, la meilleure façon de reconstruire sa vie est d'aider les autres à retrouver la leur. 18 mois plus tard, Julien se tenait devant un bâtiment modeste du centre de Lyon, fixant l'enseigne qui disait « Centre Voix Phénix, récupération et soutien neurologique ». Ce n'était pas chic, pas de sols en marbre, ni de lustres en cristal comme dans le manoir Bazin. Juste un entrepôt rénové avec une peinture vive, des meubles confortables et des équipements conçus spécifiquement pour aider les enfants à se remettre de traumatismes neurologiques. Le nom était l'idée d'Antoine. « Parce que nous avons tous retrouvé nos voix », avait expliqué le garçon, comme un phénix renaissant de ses cendres. À l'intérieur, la salle d'attente était bondée. 12 des 17 enfants touchés par les expériences de Bazin étaient là avec leur famille pour l'inauguration officielle du centre.
Les 5 autres s'étaient suffisamment rétablis pour reprendre une vie normale, bien que Julien garde le contact avec tous. Docteur Lefebvre, une jeune femme s'est approchée, une des physiothérapeutes qui l'avait engagée. Les journalistes sont arrivés. Êtes-vous prêt pour la conférence de presse? Julien a ajusté sa cravate, toujours pas tout à fait à l'aise avec l'attention. La dernière année et demie avait été un tourbillon. Sa licence médicale avait été réintégrée avec des excuses formelles de l'ordre des médecins. Le procès pour emprisonnement injustifié s'était réglé pour un montant qui avait fait saliver les avocats, bien que Julien ait investi la majeure partie dans la fondation du centre. Le procès avait été, heureusement, rapide. La documentation méticuleuse de Bazin avait été sa propre perte. Face à des preuves accablantes, même son équipe juridique coûteuse n'avait pas pu fabriquer de défense. Il a été condamné à 45 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Essentiellement, une peine de prison à vie pour un homme d'une 60aine d'années. Margot a divorcé de lui immédiatement, a fait don de toute sa fondation de recherche à des groupes de défense des victimes et a commencé une thérapie. Elle et Antoine avaient encore un long chemin à parcourir, mais ils guérissaient. Elle avait même recommencé à sortir avec quelqu'un, un gentil professeur d'art qu'Antoine adorait. « Donnez-moi 5 minutes », a dit Julien à la thérapeute. Il avait besoin d'un moment avant d'affronter les caméras et les questions. Il a marché dans le centre, passant devant des salles de traitement conçues spécifiquement pour les enfants, se remettant de la suppression vocale. Devant l'atelier d'art-thérapie où les enfants pouvaient exprimer des traumatismes pour lesquels ils n'avaient pas encore de mots. Devant les bureaux de conseil familial où les parents apprenaient à aider leurs enfants à guérir. Dans l'une des salles de jeu, Antoine était assis avec 3 autres enfants, tous riant de quelque chose sur une tablette. Sa voix était maintenant indiscernable de celle de tout autre garçon de 8 ans. Personne ne saurait qu'il avait passé 7 ans en silence, à moins qu'on ne le leur dise. Antoine a levé la tête et a fait un signe de la main. « Docteur Julien, venez voir ça !» Julien a souri et a fait un signe de la main en retour, mais n'a pas interrompu. C'était à cela que ressemblait la guérison. Des enfants étant des enfants, insouciants et sans entrave, au moins pour un moment. La capitaine Vidal l'a trouvé dans le couloir. « Vous vous cachez de votre propre conférence de presse ?»« Je m'y prépare », a corrigé Julien. « Il y a une différence. »« Bien sûr qu'il y en a. » Elle lui a tendu un dossier. « J'ai pensé que vous aimeriez voir ça. » Le dernier appel de Bazin a été rejeté hier. Il a épuisé toutes les options légales. C'est fini pour lui. Julien a pris le dossier, mais ne l'a pas ouvert. Il avait arrêté de lire à propos de Bazin il y a des mois. L'homme avait déjà pris assez de sa vie. « Comment allez-vous » a demandé Vidal, étudiant son visage. Vraiment, c'était une question que les gens lui posaient constamment maintenant. Les journalistes voulaient savoir comment il avait survécu à 8 ans de prison injustifiée. Les collègues médecins voulaient savoir comment il avait reconstruit sa carrière. Les familles des victimes voulaient savoir comment il avait trouvé la force de se battre. La vérité était plus compliquée que ce qu'aucun d'entre eux ne voulait entendre. « Certains jours, ça va », a dit Julien honnêtement. « D'autres jours, je me réveille en pensant que je suis toujours dans cette cellule. D'autres jours, je suis en colère contre toutes les années que j'ai perdues. Mais ensuite, je viens ici, je vois ces enfants rire, parler et guérir, et je me souviens pourquoi cela importait, pourquoi tout cela importait. » Vidal a hoché la tête. « Pour ce que ça vaut, vous avez fait quelque chose de remarquable. Non seulement exposer Bazin, mais construire cet endroit. Transformer votre douleur en quelque chose qui aide les autres. Cela demande une vraie force. » « Ou de l'entêtement, » a dit Julien avec un léger sourire. « Mon compagnon de cellule à la maison centrale disait que j'étais trop têtu pour abandonner. Peut-être qu'il avait raison, peut-être qu'il l'était. » Vidal a regardé sa montre. « La presse devient impatiente. Êtes-vous prêt ?» Julien a pris une profonde inspiration, a redressé ses épaules et a marché vers la salle de conférence où 2 douzaines de journalistes attendaient. Les questions sont venues rapidement. Qu'est-ce que ça faisait d'être disculpé? Allait-il poursuivre Bazin personnellement? Détestait-il l'établissement médical? Comment gérait-il le traumatisme?
Julien a répondu à chacun avec soin en se concentrant sur le message qu'il voulait envoyer. Que la justice, lorsqu'elle arrive enfin, n'est pas une question de vengeance, c'est une question de prévention. De s'assurer que personne d'autre ne subisse la même injustice. Docteur Lefebvre, a crié un journaliste au fond. Philippe Bazin a donné une interview depuis la prison la semaine dernière. Il a dit que vous aviez ruiné sa vie par jalousie, que vous n'étiez jamais aussi talentueux que lui et que vous ne supportiez pas de voir son succès. Quelle est votre réponse? La salle est devenue silencieuse. Tout le monde était au courant des tentatives continues de Bazin de se dépeindre comme la victime, mais l'entendre directement était toujours choquant. Julien est resté silencieux un instant, choisissant ses mots avec soin. Philippe Bazin n'a pas perdu sa vie à cause de moi. Il l'a perdu parce qu'il a choisi de torturer des enfants, y compris son propre fils, à la poursuite de la gloire et du financement. Il l'a perdu parce qu'il a piégé un homme innocent au lieu de faire face à la responsabilité. Il l'a perdu parce que, lorsqu'il a eu toutes les occasions de montrer du remords, il a continué à justifier ses actions comme étant du génie au lieu de les reconnaître comme des crimes. Il a marqué une pause, regardant directement la caméra. Quant à la jalousie, j'ai passé 8 ans dans une cellule de prison pour des crimes que je n'ai pas commis. J'ai perdu ma carrière, ma liberté et des années de ma vie que je ne retrouverai jamais. S'il pense que j'ai fait tout cela parce que j'étais jaloux de lui, alors il ne comprend toujours pas la différence fondamentale entre nous. Je suis devenu médecin pour aider les gens. Il est devenu médecin pour se servir des gens. Aucune quantité de succès ou de talent ne justifie ce qu'il a fait. Les journalistes griffonnaient frénétiquement. Ce serait le titre, Julien le savait. Mais c'était la vérité, et il en avait fini de se cacher de la vérité. Après la conférence de presse, les familles se sont alignées pour le remercier. Des parents dont les enfants pouvaient parler à nouveau, des frères et sœurs qui pouvaient enfin entendre la voix de leurs frères ou sœurs, des grands-parents qui pensaient ne jamais entendre certains mots. Une mère, les larmes coulant sur son visage, a saisi les mains de Julien. « Ma fille vient de dire « je t'aime » pour la première fois hier. Elle a 5 ans, 5, et j'ai finalement pu l'entendre le dire. Merci, merci de nous donner ça. Julien n'avait pas de mots adéquats pour des moments comme celui-ci. Il a simplement serré leurs mains et a hoché la tête. Alors que la célébration d'ouverture diminuait et que les familles commençaient à partir, Margot s'est approchée avec Antoine. Le garçon avait grandi de plusieurs centimètres au cours de la dernière année et demie, son visage perdant une partie de sa rondeur de bébé, sa voix gagnant en assurance. « Docteur Julien ?» a dit Antoine formellement, puis il a souri. « Je veux dire, docteur Lefebvre, maman dit que je dois utiliser votre titre approprié maintenant que nous sommes dans votre centre officiel. Tu peux m'appeler Julien, a-t-il dit, ébouriffant les cheveux du garçon. « Toujours, nous avons apporté quelque chose pour vous. » Antoine a tendu un paquet emballé. « Pour votre bureau, pour que vous vous souveniez pourquoi vous faites cela. » Julien l'a déballé avec soin. À l'intérieur se trouvait un dessin encadré, le même sur lequel Antoine travaillait ce premier jour à l'hôpital, mais raffiné, détaillé, clairement le travail de nombreuses heures. Il montrait une chambre d'hôpital, un garçon sur un brancard et un homme avec une serpillière. Mais cette version avait quelque chose de nouveau, des mots coulant de la bouche du garçon comme des notes de musique se répandant sur la page en couleur vive. En bas, dans l'écriture soignée d'un enfant, « Merci de m'avoir rendu ma voix, avec amour, Antoine. » Julien a senti sa gorge se serrer. « C'est parfait, mon vieux. Merci. Il y a une autre chose, » a dit Margot, calmement. Elle lui a tendu une enveloppe. « De toutes les 17 familles, nous voulions que vous ayez ceci. » À l'intérieur se trouvait une lettre signée par tous les parents dont les enfants avaient été touchés par les expériences de Bazin. Elle remerciait Julien pour son courage, sa persistance et sa compassion. Mais le dernier paragraphe a frappé le plus fort. « Vous avez perdu 8 ans de votre vie pour sauver nos enfants. Nous ne pourrons jamais rembourser cette dette, mais nous promettons d'honorer votre sacrifice en vivant les vies et en élevant les enfants que la cruauté de Philippe Bazin a tenté de nous voler. Vous nous avez rendu nos voix. Maintenant,
nous les utiliserons pour nous assurer que cela n'arrive plus jamais. Alors que la célébration d'ouverture se terminait et que les familles commençaient à partir, Julien est resté seul dans son nouveau bureau, accrochant le dessin d'Antoine au mur. Par la fenêtre, il pouvait voir la ville s'étendre devant lui. Des millions de personnes, chacune avec ses propres luttes, sa propre douleur, son propre besoin de guérison. Il y a 8 ans, il était un chirurgien prometteur sur le point d'exposer un crime terrible. Philippe Bazin l'a détruit pour éviter cette exposition. Des dossiers falsifiés, des témoins fabriqués, un plan méticuleusement élaboré qui a volé la liberté, la carrière et la vie de Julien. Mais Bazin a commis une erreur cruciale. Il a supposé que détruire la réputation de Julien et l'emprisonner suffirait. Il n'a jamais envisagé que Julien puisse survivre, puisse émerger plus fort, puisse utiliser tout ce qu'il a appris, à la fois dans sa formation médicale et dans ses années d'emprisonnement injustifié, pour devenir la seule personne capable de faire tomber Bazin complètement. La meilleure vengeance n'est pas de faire souffrir votre ennemi, c'est de prendre tout ce qu'il a essayé de détruire et de le reconstruire en quelque chose qu'il ne pourrait jamais corrompre. C'est d'utiliser votre douleur pour empêcher les autres de subir la même injustice. Philippe Bazin a essayé de créer des humains augmentés par la torture et l'expérimentation. À la fin, la seule chose qu'il a créée a été sa propre chute. Julien Lefebvre a perdu 8 ans de sa vie, mais il a gagné quelque chose de plus précieux. La connaissance que même dans les circonstances les plus sombres, même lorsque le système échoue, même lorsque des personnes puissantes conspirent pour vous détruire, la vérité a une façon d'émerger. La justice a une façon de prévaloir. Pas toujours rapide, pas toujours facile, mais finalement, son téléphone a sonné avec un message de Vidal. Au fait, 3 autres médecins se sont manifestés avec des preuves de programmes de recherche similaires dans d'autres villes. Votre affaire a ouvert les vannes. La PN enquête maintenant. Ce que vous avez commencé n'est pas terminé. Ça ne fait que commencer. Julien a lu le message 2 fois en sentant le poids. Plus d'enfants sauvés, plus de criminels exposés, plus de voix libérées. Il a pensé à Bazin assis dans une cellule de prison maintenant, le même genre de cellule que Julien a occupé pendant 8 ans. Il y avait une justice poétique là-dedans. Mais Julien avait appris que la vraie justice n'était pas une question de vengeance ou de karma, ou même de punition. La vraie justice consistait à s'assurer que, lorsque vous êtes enfin libre, vous utilisez cette liberté pour libérer les autres. Si vous avez suivi cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies sur la justice, la résilience et le pouvoir de ne jamais abandonner, même lorsque le monde entier vous dit que vous êtes vaincu. Julien a éteint les lumières de son bureau, le dessin d'Antoine éclairé par les lumières de la ville entrant par la fenêtre. Demain, le centre Voix Phénix accueillerait ses premiers patients. Demain, le vrai travail commencerait. Mais ce soir, debout dans le centre qu'il avait construit à partir des cendres de sa vie détruite, Julien s'est accordé un moment de paix. Il a été brisé, il a été piégé, il a été emprisonné pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Mais il a survécu. Il s'est battu. Et à la fin, il a transformé sa douleur en un but. Philippe Bazin a essayé de faire taire Julien Lefebvre. Au lieu de cela, il a créé la seule personne qui donnerait une voix à toutes les victimes de Bazin. Parfois, le plus grand pouvoir n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever et d'utiliser vos cicatrices pour aider les autres à guérir. Et ça, pensa Julien en verrouillant la porte derrière lui, c'était la vraie victoire.